Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans cette émission qui fait la randonnée des grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays et qui continue d'ailleurs d'écrire les pages de l'histoire du Bénin. Nous sommes aujourd'hui avec un docteur en sciences de gestion. Il est également ingénieur agronome sur d'autres terrains. Mais sa casquette qui a retenu le plus l'attention, c'est sa casquette d'homme ou d'acteur de la société civile. Je l'ai connu il y a une vingtaine d'années. Très discret dans ses actions, mais très efficace aussi sur le terrain. Si je dis son nom tout de suite, le monde politique, le monde économique, le monde agricole, le monde en général, les Béninois pourront savoir de qui il s'agit, et même au-delà des frontières du Bénin. Aurélien Atidegla, c'est bel et bien de lui qu'il s'agit. Un homme intègre qui marque par ses actions l'histoire de ce pays. C'est cette icône que nous allons découvrir. C'est de cette icône que nous parlons pendant 52 minutes. Mesdames et messieurs, prenez bien votre position. Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur Valentin. Alors, vous êtes Aurélien Atidegla à l'état civil, mais qui est vraiment caché derrière cette personne? D'où est partie l'histoire? Vous êtes né où et comment avez-vous vécu jusque-là? Ok, merci beaucoup, Monsieur Valentin, et je remercie également nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent pour cette opportunité que vous m'accordez. Je suis Aurélien Komlan Atidegla. J'ajoute souvent Komlan parce que c'est un prénom local dans lequel je me reconnais parfaitement. Absolument. Et je suis né le 20 octobre 1964 à Cotonou. Alors, j'ai grandi plutôt à Abomey parce que très tôt, à peine un an d'âge, j'ai perdu mon papa. Donc, je suis resté tout le temps avec ma maman à Abomey et je profite pour avoir une pensée pieuse pour elle en ce moment. Et donc, elle s'est chargée de tout, mon éducation avec l'éducation de mes frères et sœurs. Je crois que je lui dois particulièrement ce que je suis aujourd'hui. Vous étiez combien? Nous sommes trois. J'ai une grande sœur, Claire Atidegla, et puis un grand frère, Séraphin Atidegla, docteur Séraphin Atidegla. Il est professeur à l'université, à la faculté des sciences agronomiques. Donc vous êtes le Benjamin. Voilà, je suis le Benjamin, donc le plus choyé d'ailleurs. Alors, j'ai commencé l'école à Djahito, à Abomey, plus précisément en 1970. Et j'ai eu mon CEPE en 1975. En même temps, on m'a sauté une classe parce que j'étais assez brillant au CI. Quand on était au CP, notre maîtresse était enceinte pendant un temps et celle qui nous a tenus au CI, elle était au CE en ce moment, c'est Madame Atongbe. Elle a dit non, il y a au moins 3 élèves qui étaient très brillants au CI, on peut bien les admettre au CE. Et nous étions 3. Après 3 mois au CP, on est passé au CE1 et c'est comme ça que le combat a commencé et progressivement, j'ai pu quand même tenir la dragée haute. J'ai été quand même parmi les meilleurs jusqu'à la fin du cours primaire. Et à l'époque, on passait le CPE et la bourse, je ne me rappelle plus exactement. Alors, j'ai eu les 2 diplômes qui m'ont permis de commencer ma classe de 6e au CEG1 d'Abomey. C'était en 1976. Et de 1976 à 82, j'ai fait tout le cycle. J'ai passé un bac série technique, donc série C. Et ça m'a permis d'aller au camp pour la formation militaire à l'époque. Et je suis de la promotion 1982 du CNIFAP. Je ne me rappelle plus exactement de mon numéro matricule, mais je sais que ça a été une époque quand même très
très éprouvante parce que on a fait le camp. Après ça, on a été sur le terrain. J'ai enseigné les mathématiques. Dans mon collège d'origine, curieusement, j'ai été retourné au CMG1 où j'ai enseigné les mathématiques au cours secondaire. Après ça, j'ai passé 2 tests. Un test pour le CPU, électrotechnique, et un autre pour l'agronomie. J'étais admis aux 2 tests, mais finalement, avec le concours de certains amis et de mon frère, j'ai préféré aller en agronomie où j'ai fait également une très bonne carrière. J'ai fini en 1988 et en tant qu'ingénieur agronome, je me suis spécialisé en économie et sociologie rurale. Donc, je fais partie de la 13e promotion de la faculté des sciences agronomiques. Et ça a été vraiment une période où on a boxé véritablement, parce qu'en agronomie, à l'époque, on commençait les cours à 8 h, on finit à midi, on reprend à 13 h et on termine à 17 h, c'est toute la semaine. Voilà, donc tout ça m'a galvanisé, ça m'a donné le goût au travail. Et aussitôt après ça, on était pratiquement les toutes premières promotions à être sur le carreau. Bon, il y avait, ça a commencé en 1986, le gel du recrutement de la fonction publique. Et donc, il y avait 1 et 2 promotions avant nous. Et puis, nous sommes la 3e promotion finalement qui est laissée à son propre sort. Donc, très rapidement, moi, j'ai eu l'idée de créer une ONG. Et donc, je me suis retrouvé avec des collègues de ma promotion. Et nous avons créé en 1989, donc 1 an après, le groupe de recherche et d'action pour la promotion de l'agriculture et du développement GRAPAD, dont j'étais le président. Et K1, K1, on a commencé à bien se débrouiller. À l'époque, il n'y avait pas tellement d'ONG. Le mouvement associatif n'était pas aussi développé. On était quelques rares organisations à émerger à cette époque. Et c'était très difficile aussi de mobiliser des financements. Donc, nous avons commencé avec quelques travaux de recherche. On a eu l'opportunité de postuler à des appels à projets de recherche. Et ça nous a permis très rapidement d'avoir des financements pas trop importants, 5 000 $ pour Winrock International. C'était un projet de recherche que moi-même j'ai écrit. Le second projet de recherche, c'est l'Académie africaine des sciences. Et ça a porté sur l'éducation. Là également 10 000 $. Et c'est avec ça qu'on s'est arrangé pour mettre en place une petite administration au niveau du GRAPAD. Et on faisait pratiquement le volontariat. Et ça nous a quand même permis de commencer à avoir de l'expérience de terrain. Alors, c'est comme ça que nous avons été de plus en plus connus. On s'est fait sentir sur le terrain avec la qualité de ce qu'on faisait. Il y a quelques partenaires qui ont commencé par nous appeler, échanger avec nous. Et c'est comme ça qu'on a démarré les premiers projets. Alors, il faut retenir que nous avons eu le mérite d'initier un premier projet avec des fonds propres. Les fonds de recherche, là, on a gardé une partie qui a servi à faire une première expérience de microcrédit. Et ça a été finalement l'action à partir de laquelle certains partenaires nous ont découvert. Je cite par exemple Catholic Relief Service, un CRS, et eux, ils nous ont approchés et avec eux, on a commencé une expérience de banque communautaire. Ça a commencé à Djohou, on a étendu ça progressivement et entre 90 et 97, on a vraiment connu une montée en flèche. On a eu beaucoup d'opportunités et chaque fois que nous réalisons avec succès un projet, ça nous donne l'opportunité d'être considéré ou d'être sollicité par d'autres partenaires. Et finalement,
on s'est retrouvé en 1999 avec plus de 90 agents salariés sur le terrain. Hein, on a eu des antennes. Et comme vous pouvez vous en douter, il y a eu un peu comme une crise de croissance. On dormait pratiquement, on passait les nuits au bureau parce que gérer près d'une centaine d'agents, ça vraiment, c'était pas gagné à l'avance. Et je profite également pour saluer la mémoire du feu Gaou, qui était mon directeur exécutif à l'époque. Et très tôt, on s'est rendu compte de la nécessité d'opérer une recomposition institutionnelle. Je dois souligner au passage que pendant cette époque-là, on a eu des relations avec des partenaires en Afrique de l'Ouest, INDA, Tiers-Monde et d'autres. Ces partenaires ont mené des recherches-actions avec nous et c'est dans le cadre de ces recherches-actions qu'on s'est rendu compte que dans la vie d'une organisation, il y a la phase de croissance qu'il faut gérer et cela a fait l'objet d'une recherche-action et c'est ça qui a donné lieu à notre recomposition institutionnelle. Et à partir de 2000, le GRAPAD s'est recomposé et le GRAPAD finalement s'est subdivisé en 3 entités, pas autonomes mais complémentaires. Il y a le CREFAC, le Centre de recherche, d'études, de formation et d'appui conseil que moi-même je dirigeais. Il y a le CASFIP, le Centre d'appui au système de financement de proximité que le feu Gaou dirigeait. Et puis il y a CAGED, le Centre d'appui à la gestion de l'environnement et du développement que M. Opinator Mathieu dirigeait à l'époque. Alors ces 3 centres fonctionnent de façon autonome, mais sont tous reliés par l'entité mère qui est le GRAPAD. Et cette recomposition a continué parce que lorsqu'on prend par exemple le CASFIP, le portefeuille de crédit qu'on avait à l'époque était devenu si important que nous avons dû nous conformer à la réglementation à l'époque qui souhaitait que les ONG qui font du crédit se mettent en règle. Donc, il y a eu la fameuse loi Parmec, en vertu de laquelle nous avons été obligés d'opérer une transformation au niveau du CASFIP, qui est devenu aujourd'hui ce que tout le monde connaît sous l'appellation ACFP, Association des caisses de financement à la base, dont le siège est à Ibatin. Aujourd'hui, c'est une très grande institution de grande réputation parce que les bases ont été bien posées et je crois qu'à l'époque, on a assuré un accompagnement jusqu'au moment où l'institution s'est pratiquement autonomisée. On a sollicité certains partenaires qui ont appuyé, qui ont financé la construction non seulement du siège, mais de quelques antennes à l'intérieur du pays. Alors, pour revenir un peu au CREFAC, c'est le CREFAC que moi je dirigeais qui a évolué pour devenir en 2005 Red Consulting, un bureau d'études qui normalement ne se présente pas parce que nous avons quand même fait pas mal de missions aussi bien au Bénin qu'à l'international. Red Consulting, ça se définit comme ressources et expertise internationale pour le développement. Un bureau d'études spécialisé vraiment dans les études, la formulation et l'évaluation des projets, programmes, le renforcement des capacités, et avec une particularité que beaucoup de compétences propres à RED proviennent évidemment des expériences que nous avons menées en tant qu'acteurs de la société civile. Et pendant toute cette période-là, ce qui a été intéressant, c'est que nous avons contribué à créer beaucoup de réseaux, des réseaux thématiques, des réseaux qui aujourd'hui continuent de faire notre fierté. Je veux citer par exemple le RIDAD, le réseau de développement d'agriculture durable. J'étais le premier secrétaire général de ce réseau. Il y a
le consortium Alafia, l'association des institutions de microfinance du Bénin. J'étais le premier secrétaire général aussi. Il y a beaucoup d'autres organisations. Il y a le GNTANF, le Groupe national de travail sur l'éducation non formelle. Et il y a également, à la faveur de la signature de l'accord de Cotonou, nous avons mis en place une dynamique qui progressivement a évolué pour nous amener vers ce qu'on appelle aujourd'hui la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, qui est la structure fêtière des fêtières, au sein de laquelle on retrouve la plupart des composantes de la société civile au Bénin. Et je dois également souligner que au niveau national, en dehors de mon engagement personnel sur tout ce qui est société civile, parce que certaines choses m'ont marqué, c'est par exemple la charte nationale de la société civile que j'ai eu le privilège de rédiger et qui a été adoptée au niveau national. Et dans la même veine, je me suis engagé au niveau international, dans le cadre de la coopération internationale, pour contribuer aux côtés d'autres organisations de la société civile africaine et mondiale pour aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui les 8 principes d'Istanbul, qui sont le repère à partir desquels on doit apprécier les organisations de la société civile. Est-ce qu'elles sont efficaces? Si oui, dans quelle mesure ces organisations respectent les 8 principes d'Istanbul? Et dans ce processus qui est vraiment rattaché à la contribution de la société civile au débat sur l'architecture de l'aide internationale, nous avons eu beaucoup de réunions en tant que groupe de travail mis en place par l'OCDE. Et ça nous a permis de travailler sur l'accord sur la déclaration de Paris. Ensuite, on est allé à Accra, on a adopté la déclaration, le programme d'action d'Accra. Et tout cela nous a amené à Busan, où le partenariat des OSCE pour l'efficacité du développement a été adopté comme le premier engagement pris au niveau mondial pour reconnaître le travail que la société civile abat sous toutes ses formes et pour donner voix au chapitre aux organisations de la société civile qui sont considérées désormais comme des acteurs de plein droit, des acteurs qui, aux côtés des États et des partenaires techniques et financiers, ont la responsabilité d'apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est ça qui, aujourd'hui, constitue quand même les moments forts de ce parcours qu'on a eu, parce que c'était en 2011, le 2 décembre 2011, que le partenariat de Busan a été adopté. Nous avons contribué à tout ce processus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de la société civile au niveau international qui utilisent vraiment ce cadre comme un cadre de référence pour leurs activités. Et au niveau africain, puisque moi je fais partie des organisations de la société civile africaine qui ont été dans cette enceinte mondiale de négociation, et nous avons mis en place un secrétariat continental à Nairobi qui est abrité par le réseau Reality of Aid Africa, dont je suis le vice-président. Voilà, donc pour me résumer, c'est un peu ça. Et depuis 2005, j'essaie quand même de concilier ma vie de militant de la société civile avec celle d'un expert chargé, d'un expert consultant qui anime à la fois son cabinet, mais qui consacre 30 à 40% de son temps encore aux activités de la société civile. C'est ce qui fait que je suis moins vu par rapport au passé, puisque il fut une époque où on était très très actif
dans le cadre, par exemple, des négociations d'accords de partenariat économique entre l'Union européenne et la CEDEAO. Nous avons mouillé le maillot, nous avons fait des campagnes partout au Bénin, dans la sous-région, à Bruxelles. On a marché dans beaucoup de capitales pour revendiquer des relations un peu plus équitables entre l'Europe et les pays ACP. Je retourne à 88. Oui. Alors en 88, vous sortez de l'université, alors que 2 ans plus tôt, l'État avait déjà gelé l'entrée dans la fonction publique. Vous, comment avez-vous accueilli la nouvelle et qu'est-ce qui vous a tout de suite motivé à vous mettre ensemble pour créer quelque chose? Bon, écoutez, quand on reçoit une formation d'ingénieur agronome, on est prêt à tout faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis naturellement curieux et entreprenant. Donc, les quelques mois que j'ai passés après ma soutenance m'ont permis de sillonner les bibliothèques, de lire et de comprendre qu'on peut s'exprimer autrement sans forcément être un fonctionnaire de l'administration publique. Donc, à l'époque, j'ai lu un rapport, hein, c'était au PNUD, j'étais passé à la bibliothèque de la FAO, et j'ai vu un rapport qui a parlé de la société civile. C'est comme ça que j'ai commencé à me documenter, et j'ai été inspiré, j'ai dit tiens, on peut quand même créer quelque chose. C'est comme ça que j'en ai parlé avec des collègues qui ont fini avec moi, et on était 12 agronomes à l'époque, pour mettre le grand pas sur les fonds baptismaux. Ça, c'est capital. Il ne faut pas se laisser emporter par le courant dominant. Le courant dominant à l'époque, c'est que c'est l'État qui recrute. Mais je peux vous affirmer que depuis lors, jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je suis mon propre entrepreneur. Au contraire, j'ai été employeur. Et ce qui fait aujourd'hui ma fierté, c'est que les premières personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont été mes assistants, sont à des positions très importantes aujourd'hui. Et je suis fier de les avoir accompagnés. Et quand ils me voient, ils sont quand même très reconnaissants. Ils disent « Ah, j'ai réussi parce que j'ai travaillé avec vous et j'ai appris beaucoup de choses. » Je crois que c'était en même temps un laboratoire de formation. Oui, oui, tout à fait. Parce que quand vous devez vous jeter à l'eau et réussir à tout prix, vous n'avez pas de raison de tourner en rond. C'est réussir ou rien. Donc, ça fait que, en tout cas, mon système, il est un peu particulier. Moi, je ne fais que travailler. C'est curieux, je travaille beaucoup. Et puis, je me demande comment j'arrive à concilier cela avec les loisirs, tout ça, parce que finalement, quand j'ai envie de m'exploser, quand j'ai envie de me donner de la joie, franchement, je sais aussi aller danser, j'adore la musique. Donc, je crois que c'est un peu un bon dosage entre ce goût effréné pour le travail et le souci de se relaxer. Je crois que c'est ce bon dosage que j'arrive à faire et ça, finalement, c'est très utile. Je trouve qu'on peut bien travailler et être de temps en temps dans les ambiances et oublier le stress du travail. Alors, lorsque vous regardez aujourd'hui les gens avec qui vous avez travaillé dans le temps, oui. Lorsque vous regardez vos collègues qui sont allés à la fonction publique, est-ce que vous avez quelque chose à leur envier? Du tout pas. Du tout pas. Au contraire, certains sont même déjà à la retraite et commencent une nouvelle vie, mais qui n'est rien d'autre que ce que moi j'ai appris à faire depuis longtemps. Vous voyez, donc, non, j'avoue que je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce chemin. Et je ne dis pas non plus que leur chemin a été mauvais. Il y en a qui ont occupé de très grands postes. Mais le réflexe que moi j'ai, la capacité d'adaptation, mon engagement en faveur du développement, je crois que tous ces attributs-là ne sont pas facilement à retrouver auprès de ceux-là parce que
les systèmes ne sont pas les mêmes. Et moi, j'ai appris à me battre de jour et de nuit. Je ne dépends de personne. Donc, je m'organise. Si je suis fatigué, je me repose. Voilà, donc, je peux vous dire que, personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de me donner un mois de congé dans ma vie. Vous voyez? Donc, de plus en plus, je me rends compte que c'est quand même nécessaire. Hein. Donc, voilà. Il y a un mode de vie qui caractérise des gens qui ont fait un cursus comme moi. Et bon, vous aimez dans le travail, et puis les quelques occasions de voyage, pour ça je dois aussi le souligner, j'ai fait pratiquement le tour du monde. Hein. J'ai fait le tour du monde dans ma position d'acteur de la société civile. En Afrique, je connais au moins 45 pays sur les 54. En Europe, j'en connais beaucoup. En Amérique, au Canada, vous voyez, donc même en Asie, hein, c'est seulement l'Australie que je n'ai pas visité, mais pour des raisons de calendrier. Donc vraiment, après tout ce parcours, je pense que ce n'est pas facile à un fonctionnaire de faire cette expérience-là, parce qu'il faut qu'il soit à une position de négociation ou qu'il soit mandaté pour faire des tours. Ces tours-là, il n'y a que des gens de la société civile très engagés qui peuvent faire ces tours-là. Alors, ce qui est curieux, quand les gens me voient voyager comme ça, ils pensent que c'est pour aller ramasser de l'argent. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Pour qui connaît la façon dont la société civile fonctionne au niveau international, on vous fait voyager, vous séjournez dans les grands hôtels, mais en retour, c'est des per diem de $30, $20, au plus $50, et on se contente de ça. Mais ça vaut la peine d'être vécu. Ça vaut la peine d'être vécu parce que moi, j'ai tout appris là. Mon expertise, hein, tout ce que je vends dans mon cabinet résulte de la capitalisation de l'expérience que j'ai menée en tant que leader de la société civile. Aujourd'hui, quand on parle de plaidoyer, quand on parle de management des organisations, quand on parle de planification stratégique, il y a énormément de thématiques sur lesquelles beaucoup de consultants ou de formateurs sont des théoriciens. Mais moi, je vis ça. Moi, je vis ça et quand je forme les gens, ils sont contents parce que c'est du concret. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu ailleurs, c'est ce que l'expérience m'a enseigné. Donc, franchement, je suis souvent à l'aise et le défi pour moi, c'est vraiment la relève. Je pense que tous les efforts que j'ai commencé à faire ces dernières années, c'est de préparer une relève. Et je compte vraiment sur les jeunes pour que, sans avoir fait tout ce parcours, en peu de temps, qu'ils puissent quand même bénéficier ou, entre griffes, voler tirer le maximum. Une bonne partie de ce que j'ai appris à faire au bout de plusieurs décennies. Ouais. Nous serons de cette école-là certainement, à venir voler, comme vous l'avez dit, le maximum. Mais cette fois-ci, tirer le maximum parce qu'il faut avoir l'autorisation du propriétaire. Oui, oui. Alors, moi, ma conception par rapport à la relève, au transfert de compétences, elle est tout à fait simple. La seule chose qu'on donne sans la perdre, c'est la connaissance. Bien sûr. Donc, ce n'est pas le fait que vous transmettez aux autres ce que vous connaissez, qui vous dépossède de ce que vous avez. Au contraire, ça va se consolider en vous. Ça vous permet d'avoir des angles de lecture et d'analyse plus larges. Et c'est tout ça qui enrichit l'homme. Donc, moi, je suis ouvert. Il m'arrive de donner des formations gratuites. Et c'est d'ailleurs ce que je vais continuer à faire les prochains mois pour créer une dynamique qui va s'auto-entretenir. Parce que, entre-temps, j'ai développé aussi un concept, le concept de CAMOD, un carrefour d'apprentissage mutuel et d'outillage pour le développement, où je prends des jeunes qui veulent s'engager comme consultants, qui veulent devenir un leader peut-être de la société civile, et je les coach. Avec eux, on définit
des moments de partage, un itinéraire professionnel, et si j'ai le temps, je les rassemble et puis je les coach. Je crois que ça, je vais formaliser ça. Et puis, également, la chose la plus intéressante et qui est la nouveauté, c'est que au niveau de Red Consulting, nous avons créé une plateforme en ligne pour la formation. C'est une plateforme de dernière génération qui offre vraiment des possibilités de formation moins chères au public. Nous sommes en train de préparer le lancement qui, d'ici le mois de juin, sera effectif. Et là, ça va être vraiment le créneau pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'être proches de moi dans mon cabinet, de participer quand même à ce processus de renforcement de capacité qui est un processus continu et durable. Alors aujourd'hui, lorsque vous voyez tout ce qu'il y a comme taux de chômage au niveau de nos sociétés, tout ce qu'il y a comme défi pour la jeunesse, d'abord, comment vous percevez la jeunesse aujourd'hui? Bien, je pense que la jeunesse, elle est vivante, mais un peu déboussolée. Je m'explique. Quand vous voyez les jeunes, ils sont prêts à... Enfin, ils veulent du travail, ils donnent l'impression de se débrouiller sans forcément se donner une certaine identité. Vous savez, chaque personne a des qualités, chaque personne a des habiletés qu'il faut apprendre à découvrir et à exploiter. Les gens ont l'habitude de répéter ce que les autres ont fait. Ils ont l'habitude de copier. Or, il faut réfléchir et innover. Et ça, les possibilités existent. Aujourd'hui, on est dans un environnement où l'Internet, les médias, il y a beaucoup de choses qui circulent. Il suffit vraiment de s'engager pour se... Aujourd'hui, on peut, avec un minimum de connaissances, s'auto-former dans des disciplines qu'on préfère. Et accepter un peu de faire du volontariat, parce qu'à l'époque, toute la période dont je vous parlais là, moi j'étais président, je n'ai pas été salarié, vous voyez, mais c'était du volontariat. Et si vous faites du volontariat dans un domaine que vous aimez, en principe 3 mois, 6 mois, vous devenez quelqu'un qu'on peut rechercher parce que vous avez le temps d'apprendre à côté de quelqu'un, vous avez le temps de vous exprimer en tant que personne intelligente et finalement vous frayez un chemin dans lequel vous vous perfectionnez progressivement. Mais il ne faut pas chercher à toucher à tout. C'est ce que les jeunes ont. J'ai l'impression que quand on entend parler d'une opportunité ici, peu importe si on n'a pas les capacités ou la motivation, on s'engage parce qu'on veut faire gagner de l'argent. Non. Moi, à plusieurs occasions, j'ai été sollicité pour occuper des postes au niveau national, au niveau international. J'ai refusé. Donc j'ai choisi vraiment de fonctionner sur la base de mes propres motivations, de développer mon entreprise et mes business sans chercher à me mettre au service des autres. Parce que, en vérité, être au service des autres devrait être une étape pour tout le monde. Je n'ai pas vu quelqu'un de très riche ou bien quelqu'un de bien épanoui qui soit vraiment aux dépens d'un patron ou non. Il faut chercher à s'assumer, à devenir soi-même. Et ça, tout le monde a la capacité de le faire. Il suffit de bien réfléchir, de savoir là où poser les pas et peut-être aussi de chercher à bénéficier des conseils des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et ça peut aller comme ça. Alors, lorsqu'on vous regarde aujourd'hui, vous êtes consultant, vous êtes en même temps président de plusieurs structures.
comment arrivez-vous à concilier le tout cet ensemble? Alors, c'est très facile parce que je suis un consultant au service du développement. Or, ma casquette de leader de la société civile est telle que je donne souvent les orientations. Je suis au conseil d'administration, donc ça me donne la possibilité de pousser les organisations, de donner de bonnes orientations qui peuvent se traduire par des plans pluriannuels, annuels, dans lesquels j'apporte aussi mon expertise. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas incompatible, au contraire, ça se complète. Il y a des enjeux sur lesquels les compétences de la société civile sont très limitées. En ce moment, je fais sortir ma casquette de consultant et là, je mets les moyens qu'il faut pour que cela soit compris et apprécié à la hauteur des exigences déontologiques. Donc, moi, je fais vraiment... C'est d'ailleurs très facile pour moi parce que il n'y a pas l'un sans l'autre. Ceux qui utilisent les consultants, c'est généralement les organisations de la société civile, c'est les partenaires techniques et financiers, c'est le secteur privé. Donc, le passage est très facile. Alors, lorsque vous regardez aujourd'hui, hein, je parle de votre formation de base, ingénieur agronome. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas comprendre les ingénieurs qui sont en fin de formation, mais qui sont à la maison? Non, ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que, je ne dois pas vous mentir, hein, pour la FSA que moi je connais, si vous passez par là, vous devez être à même de vous débrouiller. Pour mon cas, moi je vous ai dit que je me suis spécialisé en économie et sociologie rurale, non? Mais sur le terrain, j'ai appris les droits de l'homme, j'ai appris la nutrition. Actuellement, je préside une alliance de la société civile sur l'intensification de la nutrition. J'ai eu une formation spécialisée en nutrition aussi, la FINSA. Donc, il suffit vraiment de s'engager, de ne pas fonctionner comme quelqu'un qui attend un sauveur ou... Non, 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 non. La manne tombera du ciel. Ça ne tombera jamais du ciel. Il faut vraiment être curieux et avoir le goût du risque. Hein. Il faut risquer parce que sans le risque, vous ne pouvez jamais transformer votre rêve en réalité. Et ça, je crois que c'est à ce niveau que beaucoup de gens pêchent. Ah non, ça, si je fais ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour la petite histoire, hein, quand on a commencé avec le GRAPAD, la première mission qu'on a eu à réaliser à Boukoumé, notre équipe a voyagé avec des motos, hein, CJ 125. On a fait Cotonou-Boukoumé avec des motos 125. Vous imaginez? À l'époque, il y avait trop, c'était trop risqué. C'était trop risqué. Mais c'est ça qui nous a valu une certaine crédibilité parce que les partenaires, après avoir évalué notre organisation, ont compris que nous sommes actifs. À l'époque, il n'y avait aucune ONG à Boukoumé. Le GRAPAD est la première ONG qui a commencé à intervenir à Boukoumé. On a quitté Cotonou à moto. Et voilà. Et progressivement, on a eu un véhicule, on a acheté un véhicule. C'était le sujet de votre détermination aussi. Ah oui, 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 tout ça. Vous voyez, donc, il y a un engagement fou. Et quand on est déterminé, on obtient toujours le résultat. Contre vents et marées. Ouais. Alors aujourd'hui, vous avez des défis certainement, même si vous avez pris de l'âge, il y a toujours quelque part où on veut laisser une empreinte. Oui. Vous savez, le plus gros défi, je l'ai déjà dit, c'est assurer une relève de qualité. Et pour ça, je tends la main aux jeunes engagés qui sont déterminés à changer les choses. Ça, c'est la première chose. Laisser des empreintes, c'est écrire aussi beaucoup, parce que nous n'avons pas souvent l'habitude de laisser des traces, hein, des documents écrits pour permettre aux autres d'apprendre de tout ce qu'on a fait. Donc, moi, j'ai commencé à le faire de plus en plus. Et avec l'outil de la plateforme en ligne
dont je viens de parler là, ce sera également un centre de ressources pour permettre à ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent vraiment se cultiver, ils auront leur place là pour se documenter, parce que quand on parle de la société civile au Bénin, en Afrique et dans le monde, vraiment, je ne sais pas combien de personnes ont pu faire le parcours que j'ai fait. Honnêtement, je suis allé au sommet le plus élevé et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que dans chacun des domaines où les gens doivent s'exprimer, il faut qu'ils s'élèvent le plus pour que dans ces domaines-là, on les reconnaît comme des acteurs incontournables. À un moment donné, la société civile a perdu de sa crédibilité vis-à-vis des partenaires. Comment avez-vous géré cette époque-là? Bon, c'est relatif. Moi, je pense que c'est relatif. C'est vrai que la situation sociale, les difficultés liées à l'emploi des jeunes ont fait que la solution la plus facile que beaucoup de gens trouvent, c'est de créer une organisation. Donc, on crée l'organisation, mais on n'a pas la vocation et on ne sait pas donner les moyens de fonctionner comme cela se doit. Bon, il y a également que certains fonctionnaires de l'administration publique, du fait de leur position, ont des informations sur des possibilités de financement et utilisent ça pour téléguider des gens ou mettre en place des structures, mais qui sont portées par des gens qu'ils ont placés. Et alors, ce sont, à mon avis, ces organisations opportunistes-là qui polluent l'environnement et qui jettent de l'opprobre sur la société civile. La société civile que moi je connais, les organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons là, depuis toujours, il y en a qui continuent de vivre. Mais vous allez constater que celles dont on parle souvent, elles naissent et meurent comme... comme elles en est. Voilà, donc, moi, ce que je voudrais vraiment passer comme message, c'est que dans toute corporation, il y a les bonnes graines et puis il y a les ivraies. Mais ce n'est pas normal de penser que, ou bien d'avoir comme préjugé la société civile, elle ne fout rien. Non, ça c'est une pure erreur parce que nous avons la preuve, nous pouvons donner la preuve de l'efficacité de nos actions. Les empreintes sont là, ce qu'on a créé, c'est là. Moi, quand nous on allait à Boukoumbe, on a commencé avec des femmes dont la capacité de gestion ne dépassait pas 2000 francs. Elles prenaient, dans le cadre d'une association qu'on appelait Tatouanta à l'époque, c'est en langue locale, c'est des groupes solidaires de 3 à 5 femmes, et elles prennent seulement 2000 francs de crédit pour fabriquer du tchouk. Les années dernières, je suis passé exprès dans ces environnements pour... Mais c'est des femmes qui gèrent déjà des millions. Vous voyez. Or, à l'époque, elles ne pouvaient pas gérer 2000 francs individuellement. Vous voyez, donc, il y a eu quand même des effets, des impacts. Et, tout ça, c'est des choses que nous allons essayer de documenter parce que c'est des réalités, c'est des choses concrètes. Et il faut être acteur de la société civile pour avoir ce regard analytique sur la situation dans laquelle les activités ont commencé et aujourd'hui, ce que cela a donné comme effet et impact sur les populations. Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui, on a l'impression que ces derniers temps, la société civile est un peu amorphe dans son engagement, dans sa veille, le rôle de veille citoyenne. Qu'est-ce qui a pu justifier cela? Bon, amorphe, peut-être c'est trop dit, à mon avis. Peut-être qu'on n'est plus trop visible dans les médias, comme il y a quelques années. Mais cela procède du fait que nous avons un environnement qui n'est plus le même. Pour parler très clairement, nous avons un environnement légal, juridique, qui ne nous permet plus de monter
au créneau et de dire n'importe quoi. D'accord? Et là, il faut le souligner, nous considérons que c'est quand même certaines restrictions avec le code du numérique, un certain nombre de choses. Bon, donc, alors, puisque nous devons respecter la loi, nous sommes bien obligés d'en tenir compte. On espère bien que il y aura des occasions de relire et de revoir un peu cet environnement pour qu'il soit un peu plus ouvert et plus utile. Hein, parce que ce qui est indispensable pour le vivre ensemble, c'est les opportunités de dialogue. C'est la possibilité qu'on peut donner à chacun de dire ce qu'il pense tout en restant dans les limites de la loi. Donc si quelqu'un est frustré, si quelqu'un voit ses intérêts menacés ou abusés, la personne peut, si elle a les moyens, monter au créneau ou utiliser les organisations qui ont le mandat de défendre les intérêts des personnes vulnérables, des personnes sans voix. Sans parler. Maintenant, si le cadre juridique ne permet pas d'aller très facilement à ça, bon, les gens ont des raisons vraiment de se retenir. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. On a plutôt d'autres moyens qu'on utilise pour nous faire entendre. Et moi, je pense qu'au niveau de la PACIP, par exemple, avec le secteur agricole, on est dans le cadre institutionnel, on interagit, quand ça ne va pas, on le dit, et puis on se donne des occasions de dialogue, et ça marche. Donc je crois que c'est la société civile bruyante qu'on a connue à une certaine époque, qui n'est plus d'actualité maintenant, et ça se comprend. Moi je pense que pour le peu que moi j'ai appris, c'est que il faut apprendre à connaître la société civile, première chose. Il faut apprendre à connaître l'administration aussi, parce que l'administration a des normes, et éviter aussi de dire que au niveau de l'administration, les gens sont contre la société civile. Il y en a qui sont vraiment de cœur avec la société civile, qui trouvent le bien fondé de ce que les organisations de la société civile font, mais ils ne peuvent pas s'exprimer comme un représentant de la société civile. Mais à force de dialoguer, à force de discuter avec eux, on comprend aisément qu'on a tous les mêmes objectifs et il suffit vraiment de mieux se connaître, de se découvrir, de faire preuve de diplomatie non gouvernementale pour que la collaboration puisse être efficace. Et ça, je crois que dans nos réseaux aussi, on fait l'effort de passer ce message pour que les gens n'aient pas des positions braquées les uns vers les autres. Alors aujourd'hui, on a vu des mutations acteurs de la société civile, politique. Est-ce que vous trouvez cette mutation-là saine? Non, je crois que c'est une question très banale à mon avis, puisque si vous prenez mon cas, moi je n'ai jamais été proche d'un parti politique. J'ai fait le choix de rester leader de la société civile, avoir une position très claire, indépendante par rapport... Mais ça ne veut pas dire que sur certains sujets, je peux avoir des avis politiques, et je peux analyser la politique et prendre position sur un certain nombre de choses. Alors, mais par contre, il y a des gens de la société civile qui ont migré vers le secteur privé. On n'en parle pas souvent. C'est quand certains vont en politique qu'on commence pas à crier. Non, je crois que chacun est libre. Il y a 3 sphères de l'activité humaine. D'accord? Il y a la sphère sociale. La sphère sociale regroupe les organisations et les personnes qui travaillent pour le bien-être de la population, qui défendent les intérêts des démunis, des organisations de la société civile qui sont dans la sphère sociale. Il y a la sphère marchande qui regroupe les acteurs du secteur privé, ceux-là qui travaillent pour gagner de l'argent et en retour payer des impôts et taxes pour permettre à l'État de fonctionner. Et puis il y a la sphère politique, et là, c'est les organisations qui veulent travailler pour conquérir le pouvoir en vue de son exercice. Dans la société,
on a ces trois sphères-là. Chacun doit pouvoir se positionner par rapport à l'une de ces sphères. Il se trouve que ces sphères-là ne sont pas disjointes. Il y a toujours des intersections. À des moments donnés, on est dans le secteur privé, mais on a peut-être un pied dans la société civile. Il est fréquent de voir aussi des gens de la sphère sociale, société civile, qui ont un pied dans la sphère politique. Alors ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est très grave, c'est que si vous êtes un leader de la société civile, un président, un directeur d'une ONG, par exemple, ce n'est pas normal que vous vous affichiez en politique ou que vous menez des activités politiques. En ce moment, ça discrédite votre organisation. Et la Charte nationale de la société civile du Bénin a été très claire là-dessus. Dans cette charte, il est dit que si vous devez accepter des postes électifs, vous devez annoncer ça, je crois, 6 mois plus tôt et démissionner de votre position. Mais si c'est un poste nominatif où on vous a nommé, le jour où on vous nomme, vous prenez votre lettre, vous écrivez une lettre pour démissionner de votre position et la charte a prévu que vous avez la possibilité de revenir si et seulement si, pendant votre parcours, vous n'avez pas violé les principes qui sont chers à la société civile. Je crois que c'est des détails qui existent et il suffit de s'y conformer. Et je pense que les collègues qui ont migré dans la sphère politique, à un moment donné, ont fait des réunions pour annoncer publiquement qu'ils veulent aller à la politique. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une imposture. Voilà. Cette entrevue tire à sa fin. Le temps qui nous est imparti est totalement terminé. Monsieur Atindegla, votre mot devient en même temps vos conseils pour la jeunesse. Enfin, je dois sincèrement vous remercier pour le travail que vous abattez. Merci. Vous savez, vous avez parlé d'ICOR, mais vous en êtes une aussi. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'être dans votre rôle pour vous révéler, mais je pense que vous faites du très bon travail. Merci. Et pour nous, organisation de la société civile, ce que nous faisons n'a d'écho que grâce au travail que vous faites dans les médias. Donc je voudrais vous exhorter à en faire davantage. Et mon message, c'est que les organisations de la société civile jouent un rôle important dans les efforts en matière de développement dans notre pays. Il est important de le dire et de le redire et de leur réserver vraiment la place qui leur convient. Ces organisations regorgent de cadres bien expérimentés, des gens qui ont des choses à apporter à leur nation. Et je crois que ne pas reconnaître le travail que ces organisations font, c'est sous-estimer les résultats incommensurables que les organisations de la société civile contribuent à apporter dans tous les domaines de la vie, dans le domaine de la santé, l'éducation, la protection sociale, la microfinance, et l'environnement et que sais-je encore. Donc, il faut vraiment reconnaître que les organisations de la société civile sont des acteurs de plein droit, leur absence dans un État constitue une défaillance préjudiciable. Donc, il faut les loger à la bonne enseigne et savoir tirer le maximum de ces organisations en mettant en place un cadre juridique et institutionnel approprié, un cadre dans lequel elles se reconnaissent et elles peuvent vraiment exercer leurs activités de façon optimale. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'était un baobab de la société civile béninoise et même africaine. Et même au plan mondial, Aurélien Atindegla a fait parler de lui et continue d'écrire les pages de l'histoire. Il y a des hommes comme lui qui font beaucoup
mais qui peut-être passe inaperçu. Mais lui, il ne passe pas inaperçu. Hein, dans les grandes rencontres de la société civile, dans les grandes rencontres, il faut prendre des décisions. Je pense que c'est une voix qui se fait entendre parce que pétrie d'expérience. Nous avons été heureux d'être accueillis dans sa maison et d'avoir eu cet entretien avec lui. Nous espérons que vous avez tiré beaucoup de lui. Et si vous voulez le voir, passez nous voir, nous allons vous orienter et que donc on pourra vous permettre d'avoir d'autres échanges. C'est vrai que le RAID, hein, RAID Consulting permettra donc aux jeunes de continuer par bénéficier de cette expérience parce que là, le passage de flambeau est une préoccupation pour l'homme et nous espérons que nous aurons d'autres opportunités pour continuer par découvrir derrière cet homme tout ce qui se cache. Merci à chacun et à tous d'avoir puisé de cette expérience innombrable. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à vous, chers amis internautes, d'avoir suivi cette émission. Gardez votre position d'écoute car sur Speedline, le meilleur reste toujours à venir. Merci, à la prochaine.